Le jeu de rôle Alien, inspiré de la célèbre franchise d'horreur science-fiction, a maintenant sa nouvelle version évoluée. Donc aujourd'hui, je vais te parler de mon expérience avec le jeu de rôle Alien 2.0 et je vais aussi te partager toutes mes découvertes rôlistes, donc tous les jeux que j'ai lus ou essayés, que tu pourras peut-être découvrir avec moi. Pim pum 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 pim pum 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 pum. Je sais plus c'est quoi la tune d'Alien. Il y a pas de tune d'Alien, me semble. Vous le savez peut-être, mais Alien, c'est un de mes jeux de rôle préférés, édité chez Free League, une maison de jeux de rôle suédoise qui a publié des très bons livres de jeux de rôle, surtout superbement illustrés et présentés. Alien était paru en 2019 et c'était un jeu qui a eu un énorme succès quand même. Les gens ont vraiment apprécié la proposition. Mais il y avait quand même quelques petits trucs à rééquilibrer, je crois, pour que le jeu devienne quelque chose qu'on peut vraiment vivre sur le long terme. Alien, le jeu de rôle, ça nous propose bien sûr de vivre des expériences horrifiantes dans l'espace, souvent parfaites pour un one-shot, mais l'expérience pouvait devenir un peu répétitive à la longue. Alors, est-ce que cette nouvelle version vient répondre un petit peu aux problèmes qu'on avait dans la première édition du jeu? Tout d'abord, je dois dire que j'ai adoré la présentation de ces nouveaux livres-là. Ils sont toujours magnifiques, mais là, on a engagé Joanne Nord, qui a fait la mise en page, entre autres, de Morkborg. Alors, ici, il nous a fait une mise en page un petit peu plus, efficace. Je sens qu'on a vraiment fait un effort pour ce qu'on nous présente dans le livre, nous permettre de comprendre le plus rapidement possible comment jouer. Par exemple, vos talents de classe sont maintenant intégrés dans la page dédiée à votre carrière. Parce que comme dans Donjon Dragon, dans Alien, on incarne un rôle au sein de l'équipage ou de l'entreprise. Par exemple, vous êtes soit un scientifique, un marine colonial. Et c'était parfois un peu difficile à naviguer dans le premier ouvrage, de trouver toutes les habiletés qui avaient à rapport à ce que vous faites, mais là, on les trouve toutes sur la même page. C'est super facile de créer un personnage. Presque toute l'info nécessaire se trouve sur la page de votre classe. Mais à part ça, je dirais que j'ai pas été jeté à terre par la mise en page. T'sais, on se rappelle de la mise en page de Morkborg, on est dans quelque chose qui est très artistique, poétique, on a des gros splashes de sang fluorescent un peu partout. Ici, on est vraiment dans un document d'entreprise à la Weyland-Yutani, donc quelque chose de très corporatif, très droit, très propre, mais très lisible aussi. Le système au cœur du jeu, c'est le Year Zero System. Donc c'est un système où on va lancer des dés à 6 faces. Et quand on tente d'accomplir quelque chose, on va lancer un nombre de D6 équivalent à la valeur de notre attribut. Par exemple, est-ce que c'est de l'empathie? Est-ce que c'est de la ruse? Est-ce que c'est de la force? Supposons que vous avez 4 D6, vous les lancez, et chaque 6 est un succès. Donc on cherche à obtenir des 6 sur ces dés-là. La grosse twist de Alien, c'est que plus la tension monte, plus le danger devient présent. Le vaisseau tremble, ou les lumières de la station se mettent à clignoter. Quelque chose grogne dans l'obscurité. À chaque fois, vous gagnez un dé de stress. Ce sont des dés à 6 faces qui ont une couleur différente, qui vont s'ajouter à votre bassin de dés. Plus on lance de dés, plus on a de chances d'obtenir des 6, donc c'est awesome, right? Pas tout à fait. Parce que si vous obtenez des 1 sur les dés de stress, quelque chose de plate, quelque chose de terrifiant se produit. Dans la première édition du jeu, c'est lorsqu'on roulait un 1 sur un dé de stress, c'est là qu'on était à risque de paniquer. Et c'était une des critiques que j'avais avec le jeu originalement, c'est qu'on paniquait presque sans arrêt. Et sur la table de panique, qui est vraiment graduelle, on obtenait, je sais pas pourquoi, mais très souvent le résultat, vous tremblez, vous faites peur aux autres. Ça donnait parfois l'impression d'une expérience un peu répétitive, parce qu'on obtenait souvent des 1 sur nos dés de stress, on roulait souvent sur la table de panique,
Puis ces événements un peu terrifiants, mais se produisaient sans arrêt à chaque fois qu'on roulait les dés. C'est plus le cas maintenant. Dans la version évoluée, si vous obtenez un 1 sur les dés, vous allez lancer sur les réponses de stress. Et à ce moment-là, vous allez lancer un des 6 plus votre niveau de stress actuel. Mais vous allez aussi soustraire une nouvelle habileté qui s'appelle votre sang-froid. Alors, le plus vous avez d'intelligence, de détermination, le plus vous avez une valeur de sang-froid élevée, ce qui vous permet de mitiger, ça vous protège de la perte de contrôle qu'offre la peur. Et cette table-là de réponse du stress, ce sont des petits états qui vont rester avec vous jusqu'à ce que vous soyez dans un endroit sécuritaire pour reprendre votre souffle. C'est pas quelque chose qui va vous forcer à lâcher votre arme ou à tirer sur vos amis. Vous perdez pas le contrôle de votre personnage. C'est vraiment juste un petit malus que vous aurez à supporter en jeu. Parce que c'était un peu décevant quand on est le Marines de juste se sauver à chaque fois qu'on rate un jet de panique, là. Je me demandais si c'était pas pour être un peu encombrant, cette mathématique-là de 1 des 6, plus le stress, moins le sang-froid. Mais finalement, non, c'est très très simple, ça se gère vraiment très bien. Ces petits états-là, parfois, on les oublie. Que voulez-vous, hein? Il faut que tu aies comme des petits cartons que tu gardes en vue pour faire « Hey, oublie pas, là, t'as -2 sur tes tests d'agilité parce que t'es un peu stressé. » Et qu'en est-il des tests de panique? Est-ce qu'il y a vraiment un moment théâtral où je vais perdre le contrôle? Eh bien oui, ça reste dans le jeu, mais on donne le contrôle au maître du jeu. Donc c'est lui qui va demander des tests de panique à certains moments clés de l'histoire. Quand on voit un xénomorphe, quand un de nos amis est tué, massacré, ou quand quelque chose de vraiment horrifiant demanderait de la panique. On fait à peu près la même petite routine, 1 des 6, plus votre niveau de stress, moins votre sang-froid, et ça va vous indiquer après ça qu'est-ce qui se passe sur la table de panique. Il y a plein de petits ajouts, je pense, qui sont intéressants. Par exemple, il y a un des talents des Marines qui vous permet, quand vous paniquez, de plutôt que de rouler sur la table de panique, d'accepter d'entrer en mode berserk, une soif meurtrière. Ça vous permet d'attaquer l'adversaire même au péril de votre vie, mais vous êtes obligé de le faire à chaque tour. Il y a un système aussi pour ce qu'ils appellent un stealth mode, un mode furtif. Donc si vous voulez, comme maître de jeu, donner cette impression de petit jeu de chat et de souris entre vos survivants et le xénomorphe, il y a des mécaniques pour le faire. On trouve très souvent dans l'ouvrage ce genre de petite charte, un flowchart. Je ne sais pas si je suis fan des flowcharts. Moi, j'ai l'impression qu'il y a 2 cerveaux dans la tête d'un joueur. Il y a le cerveau émotif puis le cerveau rationnel. Il y a ce qui a trait aux mécaniques puis ce qui a trait au narratif, à l'immersion. Puis j'ai l'impression que quand on veut faire vivre une impression de danger, d'immersion, d'émotion réelle, le plus on met des chartes, des règles, puis c'est comme, ok, attends, on va retourner voir dans la charte, c'est comment ça se passe déjà pour survivre discrètement dans... On demande aux joueurs d'utiliser le cerveau qui lui permet pas aussi facilement de vivre la terreur de Alien. Ce sont des outils intéressants pour le MJ, ces chartes-là, à consulter avant la partie. C'est vraiment important pour que ça fonctionne, les jeux de rôle d'horreur, de mettre les mécaniques le plus à l'arrière-plan possible. Que ça se résume à « fais juste rouler les dés, je vais te dire ce qui se passe ». Free League a eu la générosité de nous envoyer tout le matériel, y compris des miniatures. Donc vous pouvez jouer, oui, maintenant avec des miniatures dans Alien. Les cartes sont fort détaillées, fait qu'on peut comprendre où sont les xénomorphes, où est-ce qu'on se met à couvert pour le tirer dessus avec des guns à pulsar. Mais là encore, j'ai l'impression que, tu vois, de ma façon de jouer Alien, j'ai l'impression que c'est de mettre les mécaniques à l'avant. C'est pas ce que je trouve qui est la force de ce jeu-là. J'ai jamais senti qu'on avait réellement une chance de vaincre le xénomorphe quand on y a joué au jeu. Puis dès qu'on entrait dans les mécaniques de « Ok, attends, l'armure, maintenant, ça réduit le dégât. On roule pas de dés pour l'armure. À moins que tu fasses une attaque perçante. Donc si tu vises, puis que tu fais une attaque perçante, tu vois, toutes ces mécaniques-là, soudainement, ça enlève l'aspect horrible de l'alien. De savoir que mécaniquement, il y a peut-être un cheat code pour être capable de passer à travers son armure. Je préfère de loin les scénarios qui misent sur l'horreur d'éviter le xénomorphe à tout prix. Parlant de scénario,
il y a un très bon scénario cinématographique pour le nouveau Alien qui s'appelle Rapture Protocol. C'est un scénario classique Alien. Je vous dirais que c'est peut-être un petit peu moins original que les scénarios qu'on a vus par le passé. On est l'équipage d'un vaisseau. On doit se rendre dans une colonie minière pour récupérer du matériel et repartir sur Terre. On est dans un vieux vaisseau, c'est son dernier voyage. Et bien sûr, il est arrivé quelque chose à la colonie minière. Fait que, classique Alien, mais je pense que c'est parfait. Si vous commencez dans le jeu de rôle Alien, vous voulez avoir un bon point de départ, vous voulez revivre l'expérience d'être coincé dans des tunnels de métal avec une créature mortelle à vos trousses, c'est excellent. Puis moi, c'est ce que j'aime, puis je trouve qu'on perd des fois dans les nouveaux Aliens, c'est le côté mystique exploration. D'aller dans un lieu où il y a les restants de quelque chose. On ne nous explique pas c'est quoi, mais on se creuse la tête, on fait des théories, on essaye de comprendre, et on sait que ces choses qui ont été laissées derrière, ces ruines, ben elles sont dangereuses. On peut essayer de comprendre, mais on va risquer nos vies. C'est bien présenté, c'est un boîtier d'aventure qui est extrêmement abordable. Je pense qu'il n'y a personne qui fait des boîtiers aussi cool, aussi beaux, aussi accessibles et surtout aussi peu chers que Free League. Je suis vraiment impressionné par le prix auquel ils peuvent offrir ces boîtes-là, qui contiennent tout ce que vous avez besoin, des cartes, des dés, et il y a bien sûr maintenant aussi un boîtier avec les miniatures que vous pouvez acheter séparément. Il faut le dire, là, le boîtier avec les miniatures en plastique, c'est un produit séparé pour peut-être agrémenter votre partie. Fait que voilà, ça c'est ce que j'ai pu tester au niveau du nouveau Alien. Fait que, encore une fois, je remercie Free League qui nous ont envoyé le matériel. J'ai eu aussi la chance de lire Ta gueule, c'est quantique de Gilles Binot. C'est un jeu qui nous propose de jouer des agents de l'agence avec un grand A. C'est une agence qui doit réparer des failles temporelles dans la réalité. Chaque agent a un pouvoir, a une sphère d'influence sur, par exemple, les animaux, les humains, les objets. Et avec ces pouvoirs-là, ben, on peut changer la réalité. C'est un pouvoir vraiment fou, parce qu'avec ce pouvoir-là, vous pouvez vraiment aller emprunter des choses qui viennent de d'autres dimensions. Donc, vous pouvez par exemple transformer un gardien de sécurité qui barre votre chemin en son alter ego d'une autre dimension, qui n'a jamais voulu être gardien, finalement, qui est devenu chanteur d'opéra, et donc qui va vous laisser passer en vous fredonnant quelque chose. Fait que tu sais, c'est le genre de jeu où on va devoir régler des problèmes en équipe, des problèmes d'ordre cosmique, mystique, et surtout humoristique. Parce que oui, le jeu repose quand même beaucoup sur des effets qui sont grandioses, théâtraux et très drôles. Le fait de pouvoir changer la réalité puis de donner ce pouvoir-là à nos joueurs, c'est incroyable. Mais attention, parce que s'ils échouent, leur pouvoir peut se retourner contre eux de toutes sortes de façons et ça peut complexifier les choses. Il y a quelques mois, j'ai parlé de Triangle Agency, qui est un jeu de rôle qui opère dans les mêmes thématiques. On en a fait d'ailleurs un actual play sur la chaîne. Puis Gilles m'a écrit en faisant c'est incroyable les similarités avec mon système. Puis ce jeu-là, qui a écrit, ben prédate Triangle Agency. Ces idées-là étaient comme dans l'air. C'est très thématique en plus à ces jeux-là. Mais je vous dirais que si vous avez vu ce qu'on a dit sur Triangle Agency, c'est un jeu quand même complexe. Il y a beaucoup de bonnes idées dans Triangle Agency, mais mon Dieu qu'il y a du stock. C'est dur de faire le tri et d'amener ça à la table. Mais je vous dirais que Ta gueule, c'est quantique est un jeu qui est beaucoup plus accessible, qui a vraiment été conçu pour être rapide à jouer. Les personnages se créent tout seuls. C'est un système 2D8. Donc vous lancez 2D à 8 faces, plus vos habiletés, contre un seuil de difficulté établi par le maître de jeu pour établir si vous réussissez ou échouez. Chaque fois aussi, vous allez générer du chaos, qui est une ressource que le maître de jeu peut utiliser pour vous mener la vie dure. Je vous dirais que le jeu de Ta gueule, c'est quantique est un petit peu plus lousse. Il donne un peu plus de liberté à l'improvisation. Il est un petit peu moins mécanique que Triangle Agency. Après
c'est sûr que Triangle Agency, il vous en offre du stock, puis il y en a des idées, puis vous avez la famille des joueurs, vous avez vos pouvoirs, votre poste. Tu sais, il y a plein d'affaires qui donnent l'impression que le jeu est plus bien portant. C'est un jeu qui a une structure un petit peu plus étoffée. Ta gueule, c'est quantique, est peut-être un petit peu plus bonne franquette. Il y a eu un sociofinancement récemment, je pense cet été. Fait que pour l'instant, le livre n'est pas disponible facilement, mais je pense qu'il va l'être à quelque part. C'est sûr. Je vais mettre dans la description aussi l'adresse de Léviathan, l'éditeur qui a permis la création de Ta gueule, c'est quantique, pour les gens qui voudraient leur écrire, savoir comment ils peuvent prendre part à l'aventure quantique. J'ai lu aussi Flail. C'est un nouveau jeu de rôle qui va être en sociofinancement très bientôt par les créateurs de Mouse Ritter. C'est un jeu de rôle fantastique OSR, donc des personnages qui ont peu de points de vie. C'est un système Roll Under. Vous avez des caractéristiques comme force, dextérité, etc. Une valeur de 3 à 18. Et vous roulez un D20. Vous cherchez à tomber en dessous de votre valeur d'habileté pour accomplir ce que vous voulez faire. Assez classique. Comment dire, ça ressemble beaucoup à Mouse Ritter. On a des équipements, des items aussi, qui sont des petites cartes qu'on peut mettre sur notre feuille de personnage, qui représentent notre inventaire. On a un certain nombre d'usages de ces items. Il y a des classes vraiment intéressantes, là. Par exemple, il y a le Bone Whisperer, c'est un genre de nécromancien. Si vous êtes un barde, vous allez avoir votre instrument signature, qui va vous donner un pouvoir unique que seul vous pouvez utiliser. C'est vraiment cool. Mais je pense que la touche ici qui fait que ce jeu-là est plus qu'un Mouse Ritter où on incarne des vrais humains, des vrais personnages bipèdes qui sont pas des souris, c'est que le jeu mise beaucoup sur le poker, sur le gambling. On veut que les personnages se sentent à risque. C'est comme risque élevé, récompense élevée. Vous voyez le genre? Chaque arme a une valeur de dés. Et plutôt que de rouler votre caractéristique pour tenter de faire du dégât, avec vos armes, vous allez lancer des dés à 6 faces. Et le but, c'est d'obtenir des 1. Donc, supposons que vous avez une hache, vous lancez 2 des 6 pour une hache. Vous lancez, si vous obtenez un 1, vous faites 1 dégât. Si vous obtenez 2 1, vous faites plus de dégâts. Et si vous obtenez 3 1, mettons que j'avais un avantage, là, j'étais en hauteur, je roule 3 1, ben vous tuez instantanément votre adversaire. Il y a certaines armes qui vont débloquer des pouvoirs spéciaux si vous roulez des doublés, des triples, full house. J'imagine qu'il y a plein de pouvoirs qui vont vous donner des relances, des dés supplémentaires, des possibilités de travailler en équipe extrêmement ludiques, extrêmement mortelles, hein, parce que si vous pouvez tuer quelqu'un en roulant 3-1, un monstre peut tout à fait vous arracher la tête s'il obtient 3-1 sur ses dés. Puis si vous vous abonnez maintenant au sociofinancement, vous n'avez pas besoin d'acheter le jeu, mais si vous donnez votre adresse courriel pour être informé du lancement de la campagne, ben vous obtenez le livre de règles de base gratuitement. Vraiment un bon jeu pour jouer avec un public, mon premier jeu de rôle peut-être, là. Des ados qui veulent essayer un peu quelque chose d'un peu niaiseux ou des amis qui veulent pas trop se casser la tête pour un one-shot. C'est parfait. Il risque d'y avoir de très bonnes aventures sur une page aussi, parce que c'est la spécialité des créateurs de Mouse Ritter. Fait que restez à l'affût, ça va paraître très bientôt. Écoute, on a fait tellement de choses récemment. On a notre campagne de Triangle Agency qui roule encore sur notre Patreon. Donc si ça t'intéresse de voir des aventures surnaturelles où le chaos s'empare d'une petite ville imaginaire, ben, je t'invite à aller t'abonner au Patreon. C'était vraiment hyper drôle, hyper fun. On a beaucoup ri avec Mathieu Gosselin du Bureau du Loisir. Fait qu'allez voir ça si ça vous intéresse. J'ai lu aussi beaucoup d'aventures vieille école parce que la prochaine chose qu'on propose pour Patreon, c'est une partie complète d'un scénario, d'un module de Basic D&D. Donc on retourne aux racines du jeu de rôle avec la boîte de Molvé. Fait que oui, Basic D&D, le pur, même pas Old School Essentials, là, on retourne en 1982. On va rouler un module. Essayez de deviner lequel. Je vous le dis pas, mais ça va être vraiment cool.
Et je finis avec des petites annonces ludiques, parce qu'il y a beaucoup de bons sociofinancements faits par des francophones. On a Dungeons Inc., qui est la version anglaise d'un jeu qui s'appelle Donjon Inc., où on vous propose d'incarner des monstres qui ont une entreprise de donjons où le but est de tuer des aventuriers pour voler leurs trésors. C'est les Merry Mushmen. Le sociofinancement arrive à sa fin, fait que dépêchez-vous. Et on a Le vent se lève sur Estrémer, qui est en sociofinancement actuellement, un Power by the Apocalypse, où vous devez arrêter le mal, combattre des fascistes en étant dans des avions au-dessus du sol, puis ça fait comme bing, 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 bing. C'est très cool. C'est une aventure, une campagne pour Voltige, c'est le nom du jeu de rôle. Fait que allez jeter un œil là-dessus. Les visuels sont juste incroyables. Puis c'est un très bon jeu. C'est vraiment très très beau. Fait que oui, des sociofinancements à surveiller. Là-dessus Internet, je vous souhaite de belles découvertes jeux de rôle. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez découvert. Et on se revoit très bientôt pour d'autres découvertes.